la 7e session de formation qui se fera sur les processus de négociation, sur les organisations régionales qui sont concernées de questions agricoles. Donc, parfois, sont les organisations qui organisent cette réunion. On avait d'autres organisations qui étaient là au début, mais qui se focalisent maintenant sur d'autres questions. J'aimerais vous rappeler que cette session, on a l'interprétation, donc vous pouvez suivre l'interprétation français si vous cliquez sur l'icône en globe en bas de votre écran Zoom. L'idée d'avoir cette session, c'est de vous donner des informations du contexte sur la négociation. Et donc, avec le cadre de CCNFCC et des promesses aux organisations où nous avons la croissance au niveau des organisations. Mais c'est une structure complexe. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de traiter les terminologies pour expliquer comment ça évolue et se focaliser sur les questions que nous considérons comme étant importantes pour nous, et surtout pour les petits exploitants en Afrique, et donc ceux qui sont représentés par la PAFON. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le fonds qui cible les pertes et les dégâts. On s'est mis d'accord lors du COP de Baïko. Les parties vont maintenant commencer à opérationnaliser ce processus. Et nous sommes très ravis d'avoir le programme aujourd'hui du ministère chargé de l'économie verte et de l'environnement, qui est aussi le point focal au niveau du pays. C'est la contribution que nous aurons dans la session suivante qui va traiter le NDC comme un sujet. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment traiter la question de ces négociations pour les pertes et les dégâts. Et on a promis qu'il y aura une réflexion, quelle est l'importance de ces éléments pour les petits exploitants en Afrique en général. Et un sujet lié weather and climate information, because this is often needed when you have to reflect how do you verify the loss and damages. This part in the fund negotiations is still open, but we thought that it would be still interesting to go through how the weather information can be used. And here we have Mr. Johanna Hyrkkinen, who is the Director for Weather, Sea and Climate Services in the Finnish Meteorological Institute. Both speakers will have a presentation, and then they promise to stay for a session on questions and answers. There, Johanna said that he has to leave in 1.5 hours time, so maybe we give the president for those questions directed to her. And then, David, I hope that you can be a little bit patient. There will be a short survey to the participants at the end, and this is done through the Mentimeter survey. I will put this address to the chat box. So at the end, go to that address through your smartphone or through your PC, so we can get more feedback on how you find the session and what are your recommendations to improve the virtual sessions. So my name is Tina Huvio and I work for FFD as Executive Director. I welcome you once more to this session. And now I would like to give the floor without further ado to David Kaluba from Zambia. David, the floor is yours. But now I think you have to unmute yourself. Yeah, my apologies. Yeah, I was just saying thank you so much for inviting me to make a presentation at this session that you have for smallholder farmers. Just to mention that I'm also currently sitting on the board of the Loss and Damage Fund,
We are yet to meet, of course, as we'll discuss. And so I'm a bit cautious because I'm not a spokesperson for the board yet. And so I'll be presenting from the sort of my independent point of view rather than as a representative of the board. So that is just a disclaimer that I wanted to lay out before we proceed. So I'm not sure if you are going to help me to display the presentation. I can do that, no problem. Okay. Can you see it? Yes, I can see it. Thank you so much. Yeah, so that is my name. And just to mention that most of you may be aware that Zambia is now currently also going through a very severe drought, and the smallholder farmers in our country are having a very hard time. I'm also in a way a smallholder farmer, so I fully understand the implication of climate change, whether it impacts on the smallholder farmers. And we are currently experiencing 8 hours per day of load shedding due to the low water levels in our major dam, the Kariba Dam. So the government is rationing, or the company rather, ZESCO, is rationing the power supply. And so this means also much more difficult times for smallholder farmers who depend on electricity for irrigation and many others. Yes, so those are the contents of what we will talk about, loss and damage fund. Where are we, and what this means for smallholder farmers and the next steps. Yeah, so I think it's important to first of all understand what we mean by loss and damage. Loss and damage, as you know, can be caused by various scenarios. Sudden onset events, cyclones in South, and slower onset processes, including the droughts that I just talked about. Et donc, c'est comme moi, je viens de vous parler de la sécheresse dans le pays. Il y a aussi ce qui est très important, c'est pour les pays dans la région des Caraïbes et les coastal regions. They are also les régions côtières. Et donc, comme les pays comme le Népal, donc les régions montagneuses, et aussi là on a le problème de désertification dans certaines régions de l'Afrique et d'autres régions dans le monde. Donc, and damages. I just talked about the impact of. Je vous ai parlé des impacts de. Et donc, c'est comme ce que nous avons maintenant, on n'a pas assez de courant parce que le niveau de l'eau dans les centrales et barrages dans le pays est vraiment réduit. Donc, ça a des impacts économiques énormes qui affectent l'agriculture et les autres secteurs économiques qui concernent la biodiversité, l'héritage, la santé. Donc, c'est pour vous donner, ne citer que quelques exemples. Donc, si plus directement nous avons affaire avec les cultures, donc on a les provinces qui ont été affectées, où on a perdu par exemple pour le maïs,
in residential areas and many other places. And so we see this very common in many parts of the world. So there is, loss of lives and. Il y a la perte des vies qui sont causées par les tremblements de terre, comme on a vu en Afrique du Sud, en Libye et dans d'autres pays. Donc, ça affecte aussi le transport et la perte de la valeur en commerce et des autres interruptions. Donc, voilà ce que nous avons. C'est ça l'image de ce que concerne les pertes et les dommages et les impacts qui viennent avec ces pertes et dommages. L'impact, le diapo suivant. Nous avons aussi, bien sûr, il y a le fonds sur les pertes et des dommages et les instruments de gouvernance pour ce qui est prévu comme nécessitant un financement. Donc, voilà ce dont on a parlé dans le diapo précédent. Donc, il y a la pluie qui arrive avec des retards, les événements extrêmes, des pertes et dommages économiques et aussi des pertes et dommages non économiques. Donc, notre fonds devrait traiter les questions qui concernent les régions affectées et pour chacun de ces éléments, savoir ce qu'il faut faire. Donc, voilà, c'est l'image qu'on vous présente. C'est l'image, c'est le rôle de l'impact du fonds chargé de ces pertes et dommages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la situation et donc pour le cas des pertes et des dommages, voilà ce que vous voyez. Et c'est ce que nous espérons que le Conseil va se focaliser par rapport à ces structures et par rapport aux interventions spécifiques qui vont essayer à traiter la question pour parler de ces extrêmes événements et aussi il y a des rapports entre ces quatre piliers. Merci. Poursuivons. Donc ici, la genèse et l'étape là où nous sommes par rapport aux négociations. Et comme vous allez voir ici, on a eu au départ, on avait le AO6 qui insistait qu'il y ait une proposition pour l'assurance. Et bien sûr, on nous a posé la question si c'était nécessaire d'établir un mécanisme d'assurance pour la perte et les dommages, mais cela signifie aussi que on ne vous entend pas. David, c'est comme on vous entend pas. Vous avez un problème avec votre connexion. Est-ce que vous nous entendez? Allô, David? Carrément, nous avons perdu notre intervenant principal. Je propose qu'on lui donne 2 minutes pour voir s'il peut se reconnecter. Sinon, je proposerai qu'on passe à la présentation suivante. Donc, à un moment, je vais voir. Donc, je vais essayer de partager mon écran.
Oui, on voit votre. Et donc, on va continuer comme ça. Donc, on va suivre votre présentation. On va continuer avec la présentation de David quand il va pouvoir se reconnecter. Donc, je pense que David est de retour. Donc, moi, je vais partager, je vais arrêter de partager pour qu'il puisse finir. David, on voulait savoir si vous étiez capable de revenir. C'est pour ça qu'on voulait partager le travail de Anne. Maintenant, je vais. Oui, donc on va continuer alors avec votre présentation. David, vous pouvez reprendre. Je m'excuse, hein. Je ne sais pas ce qui s'est fait. Eh ben, j'ai tout simplement perdu mon écran. Je pense que c'était la connexion. Ça serait mieux de ne pas activer votre caméra pour que vous puissiez avoir une meilleure connexion. Ok, vous pouvez recommencer. Oui, donc j'espère que c'est le dernier moment que j'aurai ce problème de connexion. Donc, je vais sauter. Je vais sauter ce diapo ici. Vraiment, c'est le résumé de ce que nous avons fait dans les négociations. Nous avons le mécanisme international sur l'accord de Paris et l'article 8 qui traite les pertes et les dommages. Il y a aussi le réseau de Santiago. Je ne sais pas combien entre nous ont suivi les discussions. On a décidé sur le pays hôte qui sera la Suisse. Et donc, nous espérons voir des discussions dans ce pays qui vont aussi contribuer au travail de les pertes et les dommages qui est établi à Shem al-Sheikh en, en 2023. L'accord sur l'instrument de gouvernance a été, on s'est mis d'accord sur ça à Dubaï. Et donc, ici, par rapport aux résultats de COP en 2023, et ce que la décision qui a été faite, ce COP s'est mis d'accord sur l'instrument de gouvernance. Et donc, c'est là où on partage la gouvernance du fonds, y compris dans la décision concernant donc, dans l'instrument de gouvernance, nous avons les arrangements de financement. Donc, ici, c'est pour parler intégrer les parties prenantes qui traitent les questions de pertes et de dommages, de voir comment ils peuvent être impliqués et améliorer le travail en partenariat, en collaboration. On traite les questions de pertes et de dommages. Et aussi encore pour souligner les accords principaux dans les décisions qui ont été prises jusqu'ici. Nous avons une équipe de 26 membres qui va superviser le travail du fonds. Et bien sûr, nous aurons un secrétariat autonome et il y a aussi l'établissement d'un fonds intermédiaire au niveau de la Banque mondiale. Et cela est sous discussion déjà. Et donc, l'importance
c'est de dire que c'est la Banque mondiale. Il y a une phrase ici qu'on n'a pas fini, qui sera organisée par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale va aussi assurer que nous avons tous les privilèges. Et donc, ça, c'est important parce que ce sont les outils que la plupart de ces fonds utilisent pour faire les opérations d'un niveau supérieur sans les interruptions majeures. Et comme j'ai mentionné, nous avons aussi les arrangements de financement qui a des dialogues de haut niveau qui va assurer que les parties prenantes à ce niveau vont voir comment on peut organiser les interventions qui résultent des événements de perte et des dommages dans le monde. Comme j'ai mentionné, le fonds sera géré par un secrétariat autonome et qui sera dédié vraiment à ce travail. Et donc, c'est un travail qui va être fait. On a un comité sur les questions de finances qui va développer un protocole d'accord qui va maintenant prévoir les arrangements nécessaires entre le fonds et le COP. Quels sont les rapports qui existeront entre ce fonds et le COP lors de la durée de vie de ce fonds sur les pertes et les dommages. Donc, ce qui est impliqué ici pour les petits exploitants, le bénéfice, c'est que ici, c'est toujours quelque chose sous discussion. Le conseil va s'intéresser à d'autres façons d'assurer que les bénéficiaires les plus affectés vont recevoir l'appui dont ils ont besoin pour pouvoir répondre à ces pertes et dommages. Et surtout, le fond, on va bien sûr essayer de voir comment simplifier les politiques et les procédures et ne pas compliquer l'accès, surtout pour les petits exploitants et les institutions des organisations paysannes qui donnent l'appui aux petits exploitants. Ça va aussi s'intéresser à comment renforcer l'appropriation par les pays et l'accès direct. Ici, ce sont les éléments qui sont dans l'instrument de GCF et qui font partie aussi de ce qui est dans l'instrument de gouvernance du fonds. Et c'est aussi important de voir quelles sont les démarches efficaces d'accréditation où ces démarches existent et voir aussi les institutions qui auraient des capacités et voir comment on peut faire l'accréditation de façon plus efficace. Prendre, sans suivre un processus trop long. Le fonds aussi, en se basant sur les expériences des fonds du climat vert, va s'inspirer. Et pour aussi connaître les priorités. Et parce que pour assurer que le processus est accéléré, mais vous aurez bien sûr besoin d'institutions avec lesquelles on va travailler. Et on va se renseigner pour savoir comment identifier ces institutions avec lesquelles le fonds va travailler. Est-ce que ça sera seulement les ministères de Finances? Si c'est le cas, on n'aura pas besoin d'accréditation pour recevoir le budget. Ou est-ce qu'il va s'agir de sélectionner les institutions qui auraient les qualifications appropriées, les capacités nécessaires pour opérer ces activités. Donc, il y aura les considérations autour des fonds pour être après, donc pour les préparations. Donc, lorsqu'on parle de préparation de projet, ça signifie que c'est un processus qui est utilisé dans beaucoup de fonds. Mais lorsqu'on parle des pertes et des dommages, ici, est-ce que ça sera toujours pertinent? Est-ce que c'est nécessaire pour ce cas particulier pour pouvoir répondre à ça? Et les pays auront besoin de suivre les processus dans les processus. Donc, quels sont les éléments d'opération qui seront nécessaires? Est-ce que c'est d'avoir les mécanismes d'alerte précoce
Est-ce que c'est là où on a besoin de préparation? Est-ce qu'il s'agira de la gouvernance institutionnelle? Est-ce qu'il s'agit de préparation au niveau des communautés, avec des démarches et des systèmes ou les politiques et beaucoup d'autres? Donc ici, voilà, cela va maintenant intéresser au conseil dans leur travail et se poser la question sur le rôle joué par les petits exploitants pour assurer que on réduit les risques par rapport à leur travail. Donc ici, voilà, ce sont les idées qui sont là. Et je suis sûr que nous allons pouvoir les discuter pour savoir ce que les petits exploitants pensent et ce qui serait important pour eux. Positif, c'est bon. J'espère que c'est le dernier. Les autres étapes pour le conseil, et donc à la fin de ce mois, nous aurons une session première réunion du 30 avril au 2 mai. Et donc, on a aussi l'établissement sur le FIF1, c'est ça qui est sous discussion. Le conseil va s'intéresser à l'identification du directeur exécutif en termes de gouvernance et au niveau du secrétariat pour le fonds. Le conseil va développer des règles et procédures additionnelles pour établir des domaines, des résultats et aussi le secrétariat autonome, beaucoup d'autres éléments. Il y a plusieurs choses qu'on va faire. La liste pourrait être longue, mais ici, voilà les éléments, les étapes suivantes, immédiates, sur lesquelles le conseil va commencer à travailler. Donc, je crois que c'est le dernier... C'est le dernier diapo que j'avais à présenter. Je vous remercie de votre attention. Merci, David. Je propose que maintenant on note les questions jusqu'à ce que Johanna aura fait sa présentation. Et après ça, nous allons vous donner la parole. Et donc, vous avez noté vos questions et vous allez les poser après. Donc, monsieur Johanna, vous avez la parole. Vous voyez mon écran? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis Anne, je suis directeur au niveau des services du climat, au niveau de l'Institut finlandais de météo. Et nous fournissons les prévisions météorologiques pour la société au Finlande. Alors, la présentation qui a été déjà faite est vraiment très intéressante et surtout comme une introduction à ma présentation parce que cela a couvert certaines thématiques qui sont qui, oui, qui sont liées aux catastrophes du climat et aussi au niveau de la société. Ma présentation, c'est que j'aimerais me focaliser sur le rôle, c'est-à-dire quel est l'impact du climat au niveau de la société. Et j'aimerais aussi présenter les services du climat et aussi les services d'alerte précoce jouent un rôle et surtout pour avoir un état de préparation au niveau des catastrophes et du changement climatique. Alors, je suis en train de faire bouger les diapos. Malheureusement, cela ne marche pas. Une minute. Peut-être vous pouvez recommencer parce que souvent la technologie nous pose des problèmes. Oui, et ça se passe souvent et ça se passe toujours.
son mois de juin. Ça. Oui, nous voyons maintenant l'écran. Alors, malheureusement, je ne suis pas capable de faire bouger les diapositives. Alors, peut-être utiliser un autre mode. Peut-être cela va nous aider. Moi, je peux partager mon écran. Peut-être c'est mieux si je le fais. Oui, oui, oui. Oui, ça marche. Alors, j'ai fait quelques changements, mais cela va nous aider quand même. Alors, comme on a déjà mentionné, nous sommes un service national au niveau de Finlande. Et l'autre chose, c'est vraiment, c'est nous aidons d'autres instituts au niveau mondial pour être mieux préparés pour le climat sévère ainsi que l'adaptation au changement climatique. Alors, nous soutenons d'autres services nationaux de météo au niveau de l'établissement des systèmes d'observation et d'autres infrastructures comme le modélage, etc. Et nous leur appuyons aussi de fournir, de donner des produits d'alerte précoce au niveau du public. L'autre diapo. Alors, c'est là le Forum mondial économique, c'est-à-dire le rapport du risque mondial. Ils ont dit que les risques, y compris les événements extrêmes de la météo et le changement climatique, sont les plus vulnérables aux économiques et surtout au niveau du monde, du monde. Alors, comme ça, il faut avoir un état de préparation oui, pour atténuer des événements sévères et aussi pour surmonter les impacts et aussi sauvegarder les communautés. Alors, le changement climatique n'est pas vraiment un état équilibre. Pourquoi? Parce que l'impact est vécu au niveau là où il y a le climat chaud. Et comme vous le voyez, la photo nous montre l'impact d'une croissance d'un centigrade de température par personne. Et si vous comparez avec le Nord qui bénéficie de ce changement climatique, alors c'est la même chose au niveau agricole. Alors souvent, il y a la souffrance à cause du changement climatique. Et comme c'est pourquoi vous voyez les couleurs en rouge, et surtout en Afrique. Alors, c'est la même histoire ici de l'état de préparation. Ce n'est pas vraiment juste parce que cela a l'impact est vécu dans ces pays où il y a qui produisent moins de sources
du changement climatique, et c'est l'Afrique. Et la capacité de l'adaptation au changement climatique est aussi faible au niveau de l'Afrique. Le diapositive suivant. Alors, cette image vous montre que si vous investissez dans les systèmes d'alerte précoce, cela devient efficace et surtout pour sauver des vies. Et on a montré que si vous mettez $1 dans le système d'alerte précoce, vous allez gagner $10. Alors, le rendement, c'est $10. Alors, c'est un moyen efficace d'être mieux préparé si vous investissez dans les systèmes d'alerte précoce. Alors, le système d'alerte précoce signifie un système qui permet des personnes et la société de connaître en avance c'est-à-dire le climat de catastrophe ou des événements catastrophiques. Et en utilisant ce système d'alerte précoce, la communauté est capable de minimiser l'impact d'événements de l'amélioration du climat. Alors ici, cela nous montre comment les éléments du système d'alerte précoce sont reliés. Alors tout d'abord, il faut comprendre les risques au niveau local pour être capable d'identifier les catastrophes, les aléas catastrophiques. Alors, pour la présentation que nous avons eue, on nous a présenté la liste des catastrophes. Et après, il faut aussi avoir un système de prévision, d'alerte, c'est-à-dire de prévision de la météo. Et puis après, il faut comprendre ce qui est prévu, quel serait l'impact sur les secteurs différents comme l'agriculture. Et puis après, cela ne suffit pas. Alors, si vous ne diffusez pas l'information, si cela reste au bureau, c'est pourquoi il faut diffuser et aussi communiquer cette information aux utilisateurs. Et après, les utilisateurs devraient maintenant prendre des décisions correctes. Alors, c'est très important à cette chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que si chacun de ces éléments marche et étant donné qu'on a d'alerte précoce, à la fin, vous prenez des décisions correctes. Ici, cette chaîne de valeur se focalise sur ces capacités des services nationaux et qui a maintenant ce système d'alerte précoce. Alors, au début, il faut des réseaux d'observation, des stations de météo, etc. Alors, il faut et comme ça, vous comprenez ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Et puis après, il faut les données des prévisions de la météo, et comme ça, pour comprendre ce qui va se faire dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et puis après, il faut la capacité numérique comme des serveurs, etc., pour avoir des opérations de données qui sont plus efficaces. Et puis après, il faut des services de la météo, les experts qui peuvent fournir des services 24/7, et comme ça pour fournir des alertes au moment opportun. Et puis après, il faut des services de diffusion
et surtout des modes de diffuser l'information et surtout pour fournir des alertes au public général et aussi aux autorités. Alors, ces canaux de communication sont efficaces. Pourquoi? Parce que c'est important que la communauté connaisse ce qui va se passer dans un avenir proche. Alors, la diffusion sera toujours important comme la radio, la télévision ou les médias sociaux, ainsi de suite. Et ce jour, beaucoup de personnes ont des applications de la météo sur les portables et comme ça, ce sont des applications qui sont très, très importantes comme moyen de diffuser l'information. Et c'est pourquoi nous appuyons nos institutions pour la création de ces moyens, les canaux, etc. Le diapositive suivant. Alors, voici un exemple comment notre service pourrait aider le secteur agricole. Et cet exemple a été fait par l'Université de Nîmes et il y a un cycle, c'est-à-dire qui commence au début du cycle. Alors, tout d'abord, c'est important de comprendre les risques et ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est pourquoi il faut dépendre des données historiques pour comprendre le climat typique. Et comme ça, il faut un plan pour les variations au niveau des saisons. Mais juste avant la saison, un mois avant la saison, vous pouvez décider s'il y a quelques indicateurs ou peut-être des prévisions. Et comme ça, vous pouvez réviser les plans. Alors, ces prévisions vont vous dire, par exemple, que si vous avez des précipitations ou des vagues de chaleur, etc., cela sera utile. Et cela va informer la révision de vos plans. Et alors, pendant la saison, vous aurez plus d'informations sur la météo, s'il y aura par exemple les précipitations plus lourdes ou d'autres aspects. Alors, c'est important d'être préparé. Et comme ça, profiter de ces services de prévision et des alertes. Et après la saison, vous pouvez maintenant évaluer le processus et pour mieux améliorer et surtout pour la saison suivante. Le diapositive suivant. Alors, le dernier diapositive, je vous ai donné la liste des instruments de financement et ce qui se passe au niveau de FMI. Nous avons de financement au niveau de Finlande et aussi nous avons des fonds de la Banque mondiale et aussi il y a le financement où nous accédons des banques. Et ici, pour l'agriculture, je crois que ce financement, cet instrument qui vient de la FAO pourrait vraiment être utile pour le secteur. Et j'ai déjà mentionné WMO. Alors, l'organisation a une initiative d'alerte précoce pour tout. Et l'objectif, c'est pour s'assurer que tout le monde dans la Terre est protégé du climat néfaste ou peut-être les événements. Et
et grâce au système d'alerte précoce qui sauve la vie d'ici 2027. Alors comme ça, ils investissent des ressources sur cette question. Alors, c'est important, et surtout au niveau local dans les pays ciblés, que les décideurs de politique devraient être ou peut-être connaître ces impacts ces impacts du climat et aussi devraient connaître aussi des initiatives qui existent qui pourraient leur aider. Alors, je crois que c'est tout que je voulais vous présenter. Merci beaucoup. Oui, merci Johanna et merci David. Je crois que vous avez demandé de quitter à vous, David. Alors moi, j'aimerais demander à vous tous de nous présenter, de poser les questions. Alors comme ça, lui, il parle au nom d'un individu qui participe dans les négociations des fonds de pertes et dommages. Alors, ce ne sont pas les positions du conseil d'administration. La question que j'ai, Johanna, vous avez dit qu'il y a une chaîne de valeur de l'information de météo collectée, analysée, diffusée à toutes les parties qui s'intéressent. Les agriculteurs, pour les agriculteurs, l'information de la météo est importante. Est-ce que vous avez travaillé en étroite collaboration dans les pays, surtout là où vous cherchez à atteindre les agriculteurs pour comprendre comment les agriculteurs ont accès à l'information en temps opportun? Oui, nous avons, dans le passé, dans les 6 années passées, nous avons travaillé au niveau de 100 pays. Et récemment, et aussi pendant les décennies où nous avons travaillé en Afrique, la production alimentaire et l'agriculture est très important pour nous. Alors, nous nous impliquons dans ce secteur parce que les personnes connaissent le secteur mieux, mais nous leur aidons à améliorer les processus, c'est-à-dire que les processus leur aident à faire des prévisions et aussi à rendre l'alerte disponible aux agriculteurs. Ça pourrait être... Alors, les pays en voie de développement, c'est-à-dire devraient avoir la technologie parce que nous avons actuellement les portables. Et cela pourrait être un moyen efficace d'attendre les agriculteurs s'ils ont les portables sur les mains. Et comme ça, les agriculteurs peuvent avoir accès aux applications. Oui, merci. Merci, Johanna. J'aimerais donner la parole à Kilovo pour la question et je regarde aussi la boîte de discussion au cas où il y aura des questions. Alors, il n'y a pas de questions, mais j'aimerais vous inviter. Il y a une question. Christophe, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et merci pour les présentations intéressantes. Je me demandais, vous avez parlé d'un grand nombre des applications de la météo où vous pouvez faire les prévisions. Et d'après mon expérience, au niveau saisonnel, cela marche, mais ce n'est pas ça qui sera toujours approprié pour les agriculteurs. Et c'est important d'avoir des prévisions pour les 2-3 jours.
Et ça, c'est avant l'arrivée des précipitations. Alors, comme ça, ce ne sont pas fiables. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a des sites web ou d'autres applications que vous connaissez qui pourraient être utilisées, qui sont les sources fiables, qui sont fiables vraiment, dans des délais très courts, c'est-à-dire chaque jour, qui pourraient être accessibles et plus faciles à comprendre pour les petits exploitants. Ce n'est pas pour quelqu'un qui fait des études dans la climatologie. Oui, merci Christophe. On prend d'autres questions. Mohamed Bouanani, vous avez la parole. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. Bon, j'ai une question. Bon, je me présente, je suis Mohamed Bouanani de l'Union marocaine de l'agriculture, membre de l'IMNAGRI, sous-entendu membre de la PAFO. J'ai une question d'un homme qui suit bien sûr ce qui se passe autour de moi en tant que responsable d'une association d'agriculteurs. Donc, la question que je pose, c'est comment ce fonds peut être financé? Nous savons bien que pendant l'organisation de la COP 28 à Dubaï, il y en a des membres qui ont déjà annoncé c'est-à-dire la somme par laquelle ils vont contribuer. Par exemple, les Émirats arabes unis qui ont annoncé un montant de 100 millions, je crois, 100 millions de dollars. Alors qu'il y en a d'autres pays qui sont des pays, si je me permets, sont des pays polluants, sont des pays qui ont contribué, qui ont participé à la destruction et au changement climatique, et ils ne veulent pas se prononcer jusqu'à maintenant. Je me pose la question, comment ce fonds va être financé? Ceci d'une part. D'autre part, pour ce qui a été dit par notre ami Johanna en ce qui concerne la météorologie. Vous savez, en Afrique, il y en a des agriculteurs qui ne maîtrisent pas bien l'utilisation de l'outil Internet. Avant de penser à leur offrir des applications, il faut d'abord réfléchir à leur offrir des matériels et bien sûr à les former sur l'utilisation de ce matériel. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Alors Mohamed posait une question par rapport au financement. Et surtout, il a parlé des promesses à Dubaï, mais il y a aussi d'autres pays qui ont contribué à la destruction du climat, qui n'ont pas encore s'engagé. Et la question qu'il pose, c'est par rapport au financement. L'autre question, c'est par rapport à l'application et comment atteindre les petits exploitants parce que la majorité des jeunes n'ont pas de l'Internet et aussi des matériels nécessaires. Alors, Benito, oui, je donne la parole à Johanna pour répondre à ces deux questions d'application qui a été posées par Christophe et Mohamed. Et puis après, on prendra la question de David par rapport au fonds et ses financements. Oui, merci pour la question. Il y avait la première question qui était sur les prévisions et aussi l'information fiable disponible. Je crois que sur l'Internet, nous avons des applications disponibles et aussi des sites web. Mais je ne sais pas si cela est bien adapté aux cibles, c'est-à-dire au pays. Et surtout lié à l'agriculture.
Et c'est ça le plus grand problème, parce que l'information n'est pas adaptée. Alors, ce serait mieux pour le pays d'adapter ses prévisions, ses alertes au contexte et surtout, en se focalisant sur l'impact sur un secteur spécifique comme l'agriculture. Il y avait l'autre question. Des organisations paysannes différentes ou des autorités qui s'interagissent avec le pays en voie de développement. L'autre question, c'est les moyens de diffusion, le défi que vous avez mentionné que pas tout le monde a un portable. Alors ici, il faut décider quels sont les moyens efficaces de diffuser l'information. Vous pouvez utiliser la radio, par exemple, ou peut-être quelqu'un au niveau du village qui pourrait être comme la porte-parole de la communauté. Et comme ça, vous pouvez utiliser la personne pour fournir l'information. Oui, mais c'est vrai que la diffusion est différente dans des pays différents. Et c'est mieux vraiment de comprendre le contexte. Merci, Johanna. Peut-être, David, vous allez répondre à la question du financement. David, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Alors, par rapport à la question qui était sur les sources de financement, alors je crois qu'il faut tout d'abord comprendre le contexte du fonds de pertes et dommages et c'est la convention et aussi l'accord de Paris. Alors, si vous regardez paragraphe 54 d'instrument de gouvernance, les sources sont listées, sont identifiées et comme ça, il y a une variété de sources et cela ne montre pas spécifiquement là d'où vient ce financement. Mais c'est juste une variété de financement qui comprend les subventions, les prêts concessionnaires du public, du privé, et les sources innovatrices et appropriées. Alors, c'est toujours ouvert. Pour ceux qui souhaitent faire leur contribution. Et donc, dans les négociations, l'une des choses sur lesquelles on a eu des difficultés à ce moment, d'accord, il y a la responsabilité de fournir les ressources. Et la décision, au lieu de le laisser ouvert, parce que personne ne voulait prendre cette responsabilité, sauf si on fait les choses de façon légale. Mais concernant l'utilisation des fonds, comme j'ai dit dans ma présentation, le Conseil va identifier des domaines, des résultats. Donc, c'est-à-dire là où on a des domaines qui nécessiteront un financement. Et on se mettra d'accord sur ça avec les concertations par les différentes parties prenantes. Et je sais que les gens qui sont ici dans cette plateforme qui jouent aussi un rôle vont pouvoir
aussi traiter ces domaines de résultats pour décider comment utiliser les fonds. Donc, ce qui a été des fonds qui ont été mobilisés de Dubaï, c'était pour commencer le travail du fonds. Et la priorité, ce sont les opérations, établir les arrangements de gouvernance, le secrétariat, s'intéresser à la question sur où on aura le secrétariat. Donc, il faut avoir le temps pour considérer la mobilisation formelle des conférences qui seront organisées par après pour assurer que le fonds a des ressources avec lesquelles on peut travailler. Les pertes et les dommages, vraiment, c'est un grand thème qui est aussi très coûteux. Et c'est pour cette raison que les chiffres que vous avez, ce sont les milliards. Les gens voient les nombres, les chiffres là, mais c'est ça l'image. Ça coûte trop cher. Merci. Merci, David. Donc maintenant, je vois j'ai beaucoup de questions là. Il y a Benitton, puis j'aurai Léonida. Benitton, s'il vous plaît. Merci, Tina. Comme faisant partie de la question que je voulais poser, David a répondu à cette question. Ça concerne la nature de financement. Mais maintenant, je comprends que ça peut être une subvention. Mais ça évoque une autre question où on a besoin d'un éclaircissement par rapport à la décision autour du financement. Est-ce que ça dépend de la catastrophe ou est-ce que c'est la nature des personnes qui sont affectées par la catastrophe, hein, pour que le conseil décide est-ce que c'est une subvention ou est-ce que c'est un crédit, comment est-ce qu'on décide? Quelque chose aussi qui n'est pas aussi clair, ce sont quelles institutions qui ont accès à ce financement, parce que ma compréhension, c'est comme si ce sont les institutions étatiques seulement. Mais David pourrait confirmer si les institutions comme les organisations paysannes, comme les nôtres, auraient accès à ce fonds. Pour Johan, je pense que ce que vous avez dit à propos d'une façon efficace d'utiliser les fonds, comme lorsque vous avez les systèmes d'alerte précoce, ça peut être très efficace. Ce que nous avons vécu cette année en Afrique australe, même si on avait reçu l'alerte à temps, ça devient difficile de se préparer. Par exemple, on savait qu'on allait recevoir les pluies que nous avions. Je pense qu'on n'était pas bien prêt. Parce qu'il faut se poser la question, lorsque on vous donne l'alerte, mais vous n'avez pas les fonds pour vous préparer, c'est difficile. Mais je suis d'accord avec vous que tout le monde est important. Merci, Benitton. On va prendre maintenant Léonida. Bonjour à tous. Je m'appelle Chepaka. Léonida, je viens du Rwanda. Je suis dans le Conseil des ressources agricoles du Rwanda. Je suis expert dans l'agriculture basée sur le climat. Et ça, c'est très important pour maintenant nous donner une orientation à l'agriculture dans le pays. Mais ma préoccupation, c'est comme vous avez dit, les alertes précoces, ça peut être un outil pour le suivi et aussi pour dire aux agriculteurs comment gérer les catastrophes et aussi savoir comment être résilient. Aussi, quelque chose d'autre qui est une préoccupation, qui est comment on va faire la diffusion des fonds. Comme lorsque vous avez dit, la perte et les dommages, c'est un grand thème à traiter. Comment est-ce que les fonds seront diffusés à partir des organisations à haut niveau
aux petits exploitants, parce que comme on sait, ces organisations sont analphabètes et ne comprennent pas comment faire lorsque le fonds est là pour faciliter, pour pouvoir les questions de catastrophes climatiques et aussi gérer comment ces fonds, comment les gestionnaires vont atteindre les bénéficiaires de ces projets. Merci, Léonida. Je pense qu'on a une question pour David parce que je sais qu'on a quelques négociations, mais je pense que David, vous pouvez partager vos opinions comme faisant partie des négociateurs. Quelles sont les possibilités et les solutions possibles par rapport à ça? Et pour les négociateurs en Afrique, où on s'est mis d'accord sur les négociations pour l'Afrique. Merci Benitton pour ces questions importantes comme j'ai mentionné. Ça peut être dans la conversation que nous avons, vous avez la possibilité de faire une contribution au travail du fonds et c'est ici où maintenant je félicite Tina et son équipe d'avoir ces discussions parce que le conseil est maintenant ouvert pour avoir ces idées. Et ce que les questions que vous posez maintenant sont très importantes pour nous aider, comme le conseil, pour que nous puissions maintenant déterminer nos politiques. Comme on a vu, on va recueillir toutes ces idées et les mettre dans les mains des membres du conseil. Et je suis ravi que ce soit dans cette réunion pour que nous puissions avoir ces discussions au sein du conseil, pour que nous puissions maintenant savoir comment répondre à ces questions. Et le conseil n'a pas répondu. Et le conseil n'a pas pris aucune décision. Donc, pour savoir le comment et le où et les méthodologies sur comment on va le faire, maintenant, ça c'est ouvert au niveau du public. Donc, voilà mes réflexions. Je pense à ce thème. Comment est-ce que le conseil va financer les institutions et les résultats clés? Donc, les cadres, c'est ce qu'on appelle les domaines des résultats. Et à partir de ces domaines de résultats, nous avons ce qu'on appelle le critère d'éligibilité. Quels sont les domaines de financement sont éligibles et lesquels ne sont pas éligibles? Qu'est-ce que le conseil essaye de réaliser? Nous avons une cartographie de ce que nous voulons attendre. Donc, nous avons les éléments économiques et non économiques. Nous avons traité tous ces éléments. Et on s'intéresse aux domaines spécifiques des petits agriculteurs. Et ce sont les éléments auxquels le conseil devra étudier. Mais en ce qui concerne les parties prenantes, et les instruments pour les parties prenantes. Vous rappelez qu'il y a des membres du conseil qui sont les observateurs. Donc, on représente les différents groupes et je sais que les paysans sont inclus dans ces groupes. Ils ont une représentation au sein du conseil. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de voir qui fait partie du conseil de la part des observateurs et comment est-ce qu'ils vont bénéficier des différents contextes. Donc, les gens qu'on n'arrive pas à atteindre par le biais de la technologie. Nous avons Oxfam, par exemple, World Vision. On a d'autres organisations, institutions qui essayent d'atteindre les communautés. Si je reviens à votre question, pour savoir qui a l'accès à ce fonds, et même lorsque vous parlez des fonds d'adaptation, on n'a pas une restriction sur la nature de l'institution qui pourrait avoir le droit à être impliqué. Et le critère, c'est ce qui sera établi
par rapport à les outils d'accréditation et les fonds qui seront utilisés. Donc, on se mettra d'accord sur la nature de l'institution qui sera maintenant accréditée. Nous allons voir ce que le GCF a fait. Et il y a aussi ce qu'on appelle les arrangements qui ont été inclus dans les instruments de gouvernance. Et il y a surtout les institutions qui sont déjà actives et qui traitent aussi des questions dans les différents pays. Donc, je ne pense pas que il y aurait un accès seulement pour les gouvernements, parce qu'en pratique, ce n'est pas le cas pour le GCF ou pour le fonds de l'adaptation. Donc, il y a une variété d'institutions. Et le GCF a les sociétés civiles, les institutions internationales, les organisations au niveau local et les institutions de gouvernement. Et donc, nous aurons ce genre d'institutions. Donc, comment est-ce que les fonds vont maintenant atteindre les petits exploitants? Donc, cela va dépendre des institutions qui sont accréditées avec le fonds, comme ça se fait avec les autres fonds. Mais encore, la formulation de politique, comme ça se fait maintenant, c'est toujours ouvert et le fond, le Conseil s'intéressera aux différentes entités qui sont actives déjà et structurer l'accréditation dans ce sens. Merci David. Ici, c'était vraiment c'était une bonne éclaircissement. Je sais que je parle avec beaucoup, au nom de beaucoup de participants ici. Donc, je dis que lorsque vous parlez de cette accréditation, et la frustration des organisations, parce qu'on ne permet pas l'accès direct à ce genre de financement. Et je crois que les pertes et des dommages, c'est quelque chose que nous avons vécu. Donc, merci pour le conseil que vous donnez aux négociateurs. Vous avez mentionné des organisations différentes et ceux qui représentent les fermiers. Et je pense que beaucoup de nos organisations sont maintenant informées qu'ils doivent mener des négociations au niveau national et au niveau international. Mais je ne veux pas trop parler. Je sais qu'il y a Johanna qui part dans 15 minutes. Donc, il y avait une question posée par Benito sur les systèmes d'alerte précoce. Je ne sais pas si vous êtes la bonne personne pour répondre à cette question. Mais il y a eu une frustration actuellement, hein, et surtout maintenant parce que vous avez même des difficultés que vous avez. Je sais. Je ne vais pas répondre à ça. Ne change pas les choses. Que les gens se focalisent. Hein. Mais il faut avoir une idée sur les impacts pour savoir si les communautés météorologiques donnent des prévisions sur la météo, mais pas seulement sur ça. Ils aimeraient aussi donner les impacts du changement climatique. Ce sont les tendances que nous avons aujourd'hui. Et donc, on a quelques questions ici. Merci. Nous avons Denis maintenant. J'avais vu quelque part le temps. Je ne sais pas s'il a déjà répondu à la question. Sinon, vous avez la parole. Je veux remercier les deux intervenants pour un travail bien fait. J'ai une question pour les deux. Et la focalisation ici, c'est sur la perte
et des dommages. Et ce que nous a montré, ce sont des exemples des systèmes d'alerte précoce qui montrent que les régions tropicales sont affectées par les changements climatiques que nous voyons aujourd'hui. C'est très clair par rapport aux institutions qui auront accès au fonds sur base des et dommages. En ce qui concerne les activités pour l'adaptation et la mitigation, est-ce que ces activités peuvent aussi être financées, étant donné que beaucoup de pays ont déjà mis en place des activités pour atténuer aux impacts du changement climatique? Merci. J'ai une autre question ici au niveau de chat posée par Ibrahim Ahmed qui voulait savoir, Ibrahim voulait connaître les approches utilisées pour faire que ces fonds arrivent aux paysans. Et je pense que David aurait des difficultés à répondre à ça, hein, parce que on est en train de construire les structures, de mettre en place les structures de ce fonds. Et donc, c'est à nous de voir s'il y a des bons modèles qu'on a préparés jusqu'ici. Peut-être, Johanna, vous pouvez commencer, vous répondre à la question posée par David, si vous avez quelque chose à contribuer. Johanna. Ok. Je pense qu'il y avait une question posée par Denis. Denis, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? La question, c'était, étant donné que déjà nous avons l'information sur les domaines qui sont affectés par le changement climatique et que le financement se focalise sur les pertes et les dommages, est-ce que le fonds aussi va tenir compte des activités d'atténuation ou d'adaptation lorsqu'il va s'agir de financement? Il y a des fonds pour ça. Oui, en fait, ce que nous avons obtenu comme financement, nous allons aider les organisations pour renforcer les capacités. Et cela signifie que, finalement, de ce financement, peut-être nous allons pouvoir donner l'éducation aux gens pour mieux comprendre les sujets autour de la météo et aussi de mettre en place des bonnes infrastructures de la météo et aussi pour savoir comment mieux interagir avec les parties prenantes et avec les autres autorités ou les utilisateurs finaux pour concevoir mieux de produits d'une meilleure qualité. Donc voilà, ce sont les idées que nous avons. Mais ce renforcement de capacité, c'est aussi quelque chose qui concerne savoir si vous êtes bien préparé ou si vous êtes informé de ces risques et aussi les mises à jour. Aussi. Ok, merci. Je sais qu'il y a vraiment plusieurs questions difficiles pour David. David, est-ce que vous êtes prêt à répondre à ces questions? Oui, oui. Quand je parlais, conseil, on n'a pas vraiment fermé la porte aux idées différentes. Et donc, la question autour des approches, c'est une question qui est toujours ouverte et aux idées qui vont venir des parties prenantes comme vous-même. Et donc, vos organisations, vous pouvez avoir les canaux c'est par vos biais que nous allons, comme les paysans vont recevoir les fonds. Et aussi mettre l'accent sur le fait que
et les ressources vont arriver au niveau local, aux communautés locales. Donc, il faut souligner l'importance de gérer ces fonds sur la perte et les dommages. Donc, pour nous, c'est de voir comment gérer l'information qui va venir des différents acteurs qui sont mieux informés par rapport au travail que nous faisons. Donc, je pense que ça serait une bonne idée de vous écouter, vous entendre, et les idées que vous avez sur les opérations du conseil. J'espère que vous allez trouver de l'espace pour vous engager et aussi avoir les représentations que vous avez au niveau du conseil pour exprimer vos opinions. Donc, la question ici, c'est soit les activités d'adaptation, de mitigation qui seront intégrées. Et comme on avait partagé, nous avons donné la définition des pertes et des dégâts et des aspects spécifiques de ces pertes et dommages. Donc, il y a les pertes qui sont économiques et non économiques. Donc, lorsque vous avez les événements de la météo extrême, il y en a des cas où nous avons quelques les liens avec l'adaptation. C'est possible que, si vous voulez, voir les bénéfices et pour vos activités d'adaptation et d'atténuation. Donc, il y a des activités que vous allez faire exprès et d'autres ne sont pas délibérées. Donc, vous allez maintenant voir lesquels qui vont bénéficier, ceux qui sont intéressés par les bénéfices. Mais on voit que dans les systèmes, il y a aussi la réduction des risques pour l'adaptation et aussi avoir les questions de perte et de dommages. Et ça, c'est important comme information qui va nous aider à renforcer les préparations. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées. Merci, David. On a encore quelques questions. On va laisser aux gens la possibilité de poser encore quelques questions. Et donc, maintenant, on donne la parole à Tas. Et il y a Gansham aussi qui va poser après. Je remercie tout le monde et aux organisateurs. Donc, il y a deux choses. Premièrement, c'est dans la formulation. Merci, David. Mais est-ce que c'est possible? Nous ayons des gens qui viennent des organisations paysannes qui représentent les préoccupations des paysans, mais deviennent des observateurs. Mais ils sont très rapprochés à là où on prenne des décisions. Je ne connais pas le rôle d'un observateur lorsque nous voulons vraiment avoir un impact au niveau de la base. C'est là où se situent les agriculteurs. Je ne sais pas où est-ce que je peux avoir un impact. C'est la question. Deuxième question, c'est que moi, je viens du côté commercial de cette question climatique. Est-ce qu'on peut avoir un rapport entre vos interventions et les investissements par le secteur privé? Quel serait le rôle stratégique que le secteur privé peut jouer ici? Il y a des acteurs dans ces questions pour assurer que nous avons un impact clair, pouvoir continuer même après l'intervention. Sinon, je vous remercie beaucoup. Je suis intéressé par ce temps des investissements privés. Donc, on passe maintenant à la question par Dan. Oui, merci, bonjour à tous. Pour moi, ma question, je viens des organisations paysannes et je vois que on a des pertes et des dommages. Et ce ne sont pas ceux qui sont directement aux agriculteurs, ceux qui concernent les autres ailleurs. Il y a le programme que nous avons vu, dans lequel nous, les agriculteurs, nous avons les sécheresses, et parce que nous avons le changement climatique. Mais
on n'a pas vraiment une sortie. Donc, et je demande qu'on met vraiment l'accent sur l'assurance, de développer l'assurance pour les agriculteurs quand il y a des pertes, pour que l'assurance pourrait maintenant couvrir leurs activités. Parce que beaucoup de fermiers dans le monde, il y en a qui se suicident. Je sais qu'il y a beaucoup de pays où il y a des agriculteurs qui abandonnent même l'activité parce qu'ils ne savent pas où commencer. Donc, c'est mieux d'avoir une assurance de ce fonds des pertes et des dommages pour couvrir ces paysans. Merci. Donc, la perspective de l'assurance est très utile parce que c'est comme la question posée par Gresham. Mais il y a aussi la question qui s'intéresse à l'implication des organisations paysannes dans ce processus parce que le fonds maintenant n'est pas en fonction. On est en train de renégocier et David a souligné ça. Et c'est maintenant qu'il faut parler de vos besoins et raffiner vos propositions et voir comment les organisations paysannes feront partie de ce processus et décider comment les fonds seront distribués. C'est le moment maintenant d'en parler. Et je pense que nous avons discuté des négociations sur le changement climatique et ce fonds maintenant on est en train de négocier. Il y a Kadougou de la Zambie qui participe au sein du conseil qui traite cette question. Donc maintenant, c'est le moment pour vous de partager vos opinions. C'est qu'il y a les organisations paysannes qui participent aux négociations et qui représentent les organisations paysannes. Mais je pense que au niveau national, c'est important aussi pour les petits exploitants de faire partie du processus. Ils peuvent recevoir un conseil par rapport à comment ils peuvent participer au niveau national. Donc, les paysans pourraient participer au niveau national. Et comment vous aimeriez qu'ils prennent leurs propositions et leurs idées. Oui, merci. Et donc, Tina, vous avez raison dans votre façon de vous exprimer. Et ce que j'aimerais mentionner, que les membres du conseil ne viennent pas avec leurs propres idées et viennent avec les idées qui viennent de leur circonscription. Et donc, il y a 3 représentants, il y a même 3 membres du conseil et 3 membres. Donc, il y a certains qui viennent de pays comme la Zambie et les autres régions. Donc, vous pouvez assurer que votre ministère de l'Environnement ou les autres ministères concernés qui représentent le gouvernement sur les questions de pertes et des dommages, et vous pouvez acheminer vos interventions. Mais vous êtes des leaders à vous-même, vous pouvez être champion des idées de pertes et des dommages à partir de là où vous êtes. Je sais qu'il y avait une question autour des groupes d'intérêt, comment ils peuvent être représentés, comment vous pouvez renforcer le plaidoyer. Donc, vous ne devez pas attendre si quelque chose n'existe pas. Et vous pouvez vous représenter, vous pouvez être à l'initiative de cette représentation, assurer que vos idées, vos voix sont entendues. Mais là où les organisations paysannes existent, il y a des situations où on ne sait même pas qu'il y a des cas de perte et de dommages et ils ne vont même pas pouvoir répondre à ces questions. Donc, c'est pour ceux qui ont la formation
d'agir. L'essentiel, c'est pour les membres du Conseil comme moi-même, nous aurons besoin des outils pour utiliser, pour préparer des politiques, des procédures. Et donc, ça, c'est quelque chose qui vient de vous. Et nous, comme les organisations des observateurs qui sont membres du Conseil, vous allez pouvoir articuler votre voix pour que vous puissiez avoir la réponse du secteur privé. Je pense que le contexte, c'est sur les événements des délais par rapport aux pluies, les pertes économiques, les pertes et dommages économiques et non économiques. Et si vous avez des idées par rapport à la façon de jouer le secteur privé pour répondre aux pertes et dommages, et pour répondre au niveau économique ou non économique, ce sont des choses que le Conseil va cibler. Le Conseil n'a pas de réponse par rapport à l'implication du secteur privé ou peut-être le rôle du secteur privé. Nous avons aussi le GCF qui a la facilité du secteur privé pour soutenir les initiatives du secteur privé. Alors, nous avons plusieurs catégories et vous pouvez regarder là et comme ça, vous pouvez connaître comment le secteur privé peut accéder au financement pour les actions du climat. Alors, la question qui a été posée, c'est ce que Tina a dit, les produits d'assurance. Ce sont déjà des choses, des domaines intéressants. Et pour les agriculteurs, le problème, c'est que si vous parlez des inondations, la sécheresse sévère, l'assurance, les produits d'assurance sont vraiment limités à ce niveau. Et c'est que vous allez vraiment détruire les entreprises d'assurance parce qu'il n'y aura pas d'autres fonds pour d'autres activités des assurances. Alors, ce sont des événements extrêmes qui ne peuvent pas être couverts par l'assurance. Et comme ça, on pourrait utiliser les subventions, etc. Par exemple, au Pakistan, si vous prenez l'exemple du Pakistan ou dans d'autres pays, par exemple au Nigeria, et aussi le Burundi et d'autres pays, à la Zambie. Alors, quelle entreprise d'assurance va couvrir ce type de dommages, et surtout comme les inondations, etc. C'est extrêmement difficile. Merci, Tina. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. Merci, David. Vous avez été vraiment au point parce que vous avez répondu aux questions des organisations paysannes. Et si vous me le permettez, le travail du gouvernement et aussi des négociateurs, il y a toujours des problèmes. Alors, souvent, les financements n'arrivent pas au niveau bas, les personnes qui vivent l'impact du changement climatique. Mais nous sommes presque à la fin et nous allons clôturer. C'est-à-dire en 40 minutes. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez organisé la session, les présentations, etc. Alors, j'ai créé un Mentimeter, c'est-à-dire un questionnaire sur Mentimeter. J'ai mis le code. Vous devez aller à menti.com et vous cliquez sur le site et puis vous mettez le code 12 19 02 19. Oui, oui, oui. Alors, c'était 12, je m'excuse. Je n'ai pas bien lu. 12 18 02 02 et 19. Et là, il y a des questions. Et comme ça, ce sont les questions en anglais et en français. Alors, veuillez cliquer sur le lien et puis vous répondez aux questions, vous donnez des scores par rapport à la session et comment on a organisé la session. Et je vais partager sur l'écran et comme ça, vous verrez les résultats.
du multimètre. Il y a quelqu'un qui a déjà, oui, qui a déjà répondu à la première question. Oui. Et puis, il y a le code de Monty, des questions sur Monty. Il y a 3 réponses. J'attends votre réponse avant d'aller à la question suivante. Alors, comme j'ai déjà dit, vous cliquez sur monty.com et puis vous mettez le code et après, vous trouvez les questions. Alors, nous avons 3 personnes qui ont répondu jusqu'ici. Je crois que nous aurons d'autres personnes. Il y a 4 personnes. Il y a la 5e personne qui a répondu. Alors, je vous montre la deuxième question. Oui, vous continuez à répondre à ces questions. Alors, la deuxième question. Et puis ici, nous avons des personnes qui ont déjà répondu. Les personnes aimeraient avoir plus d'informations par rapport aux petits exploitants affectés. Alors, les options pour les OP et surtout par rapport à l'accès aux fonds de pertes et dommages. Alors, quelles sont les conditions? C'est-à-dire l'expertise juridique, la capacité de comptabilité et aussi au niveau de l'organisation, les domaines de financement qui pourraient être utilisés par les organisations paysannes et les petits exploitants, le rôle des organisations paysannes. Alors, je vois que oui, Langalais a apprécié la session. Oui, il y a d'autres aspects à part le système alimentaire, à part la production. Alors, il y a le secteur privé, les options pour les OP, pour accéder aux fonds. Et puis, la question suivante, c'est toujours ouvert. Vous pouvez répondre à toutes les questions à tout moment. Alors, par rapport, il y a aussi le rôle, et puis il y a des opportunités de financement pour les agriculteurs, les besoins des agriculteurs. Oui, oui, il y a aussi le système d'extension, de vulgarisation. Ibrahim, je crois que si vous mettez le code, vous arrivez à la première question. Oui, je crois que... Alors, comme ça, je peux revenir à la question, à la première question. Oui, nous avons 18 personnes qui ont répondu. Oui, ça, c'est bon. Et puis, ici, nous avons beaucoup d'informations, beaucoup de réponses ici. Et puis, il y a aussi d'autres réponses qui entrent. Oui,
la dernière question. Comment améliorer la session suivante? Il y a 3 réponses. Il y a envoyer en avance. Alors ici, nous envoyons en avance et souvent, nous n'arrivons pas vraiment à réussir là-dessus. Il y a, c'est quoi? Il y a quelque chose. Est-ce que c'est les ateliers organisés? Les ateliers physiques ou quoi? Oui, vous étiez active et vous avez posé des questions. Oui, c'est bon. Alors, vous pouvez continuer à répondre aux questions. La page est toujours ouverte. Et maintenant, nous allons clôturer la réunion. Je ne sais pas, Shadrach ou votre collègue, vous pouvez dire quelque chose? Oui, merci beaucoup. J'aimerais remercier tout le monde qui qui a assisté à la réunion et nous voudrions prendre la photo de famille. Et comme ça, vous pouvez activer votre caméra et comme ça, on prendra la photo de famille. Alors, activez, allumez les caméras. Léonidas, Dentam, Incham, Gabou. Alors, je commence maintenant à voir beaucoup de personnes. Oui, c'est déjà pris. La photo est prise. Alors, merci beaucoup. Et merci Pafo, merci Shadrach. Et aussi, je remercie les organisations paysannes. Et aussi, nous remercions Johanna qui devrait partir et David Kalouba qui a répondu à toutes les questions que vous avez posées. Et merci pour avoir accepté les questions et les opinions des agriculteurs et surtout pour partager avec les négociateurs. Merci à tous. Merci. Oui, nous allons partager l'enregistrement et la présentation. Oui, merci beaucoup. Merci, c'était oui, merci aux intervenants.